Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Ce matin, on s'attaque à un fléau qui ruine votre compte en banque et votre morale, les arnaques en ligne. Et même notre Sarah Cadour nationale a été victime d'une escroquerie. Ah oui, en ce moment, je parle à Jean Dujardin. Oh, c'est chouette. Ouais, il m'a envoyé des messages sur Instagram. Oh, c'est génial. Regarde. Il est sympa, Laura. Hâte de te rencontrer. J'ai pas reçu encore l'argent. Oui, parce qu'il m'a demandé de lui envoyer de l'argent. Ah bon? Fais attention, ma chérie. En ce moment, je sais Il y pas a si tu quoi? as entendu. Non, non. Il y a des fausses, ils mettent leurs photos et ils demandent à chaque fois de l'argent, et c'est des faux. Tu rigoles? Il est riche, lui. Il n'a pas besoin de demander de l'argent. Il est riche. C'est un faux. Bloc. Mais attends, D'abord. non, mais je lui ai envoyé ce matin 1000 € encore. Oh purée. Il m'a dit que son père était malade. Oui, mais non, justement, c'est des arnaqueurs. Ça s'appelle des arnaqueurs. Mais il est pas du tout amoureux de moi, en fait. Non. Et il me connaît même pas. On appelle ça du quoi? phishing. Du phishing? Oui, tu sais, Du poisson? il joue sur tes sentiments. Et t'arrêtes de lui envoyer de l'argent. C'est fini, hein. Attends, je lui envoie un message. Écoute, je sais que t'es pas le vrai Jean Dujardin, on vient de m'ouvrir les yeux. Dis-lui. Mais je pense que vous êtes Oui. un arnaqueur. Arnaqueur! Imposteur! La pauvre. Comment vous osez faire ça? Abuser des sentiments des gens. Faut arrêter. Appelle ta banque. J'y vais tout de suite. Je te laisse. Ah, c'est bien, elle l'a engueulé. Bon, on en rigole, mais enfin, la menace, elle est quand même réelle, parce que chaque année, il y a un Français sur deux qui est confronté à une tentative d'arnaque en ligne. Et derrière ces messages frauduleux, c'est pas seulement des milliards d'euros qui disparaissent, c'est aussi de la honte, de la culpabilité, et puis parfois même de l'emprise pour les personnes arnaquées. Donc, Alors, ce matin, on apprend donc à repérer toutes les escroqueries, qu'elles soient financières ou amoureuses, car disons-le, on peut tous se faire avoir. Alors, comment faire taire les arnaqueurs? Élément de réponse avec le sommaire. rencontre avec Marwan Warab. Cet arnaqueur repenti qui désormais vient en aide aux victimes d'arnaques sentimentales. Il retrouve qui se cache derrière les faux Brad Pitt, les faux Florent Pagny, les faux Patrick Bruel. Des arnaques qui représentent 1 milliard d'euros chaque année. Heureusement, grâce à ces conseils, vous ne risquez plus rien. Pour comprendre les mécanismes de l'emprise, on plonge au cœur des dérives sectaires avec le témoignage puissant de Lydia Adjara, la favorite de Raël, le grand gourou de la secte des Raéliens. Et puis enfin, le journaliste Alexandre Kaufmann nous présente son enquête fascinante sur Muriel, une veuve de 57 ans qui tombe sous le charme d'un millionnaire charismatique à qui on a usurpé l'identité. Coup de l'arnaque amoureuse, 200 000 €. Aujourd'hui encore, elle continue de croire à cette histoire, même face aux preuves irréfutables qui lui sont présentées. Au fur et à mesure de l'arnaque, qui a duré près de 6 ans, évidemment, elle se met à dos toute sa famille. Et donc, elle finit par se retrouver très isolée. Et donc, moi, je me suis dit, je vais lui prouver qu'elle est victime d'une arnaque. J'avais l'identité de ce brouteur et j'avais son nom. Je pouvais lui montrer qu'il s'était connecté avec elle. Mais elle trouvait toujours un moyen d'échapper à cette vérité. Aujourd'hui encore, elle est enfermée dans cette réalité. Aujourd'hui, en fait, elle a plus d'argent, donc elle donne plus d'argent. Et finalement, si jamais elle décide de croire à cette relation, puisqu'elle donne plus d'argent, même moi, au bout d'un moment, je me dis, à quoi bon la convaincre finalement si elle est plus heureuse comme ça? Eh oui, Ali. Et pour repérer les arnaques, les justiciers de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie et Stan Gusman, est également notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS de classe internationale, exceptionnelle, Sylvie Chocron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Franchement, vous êtes magnifiques ce matin. Toutes et Oula. tous. Même Stan. Non mais la mèche là, j'ai envie de faire du surf dessus. Non, mais Oui, c'est franchement. vrai. C'est le début d'une arnaque, ça? Vous avez besoin de combien? Non, en plus c'est vrai, ça vient du cœur. Oui, vous avez une très belle mèche, Ali. De toute façon, Ali, s'il est gentil, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être une maladie du cerveau. Non, c'est pas vrai. Alors, plus sérieusement, en 2024, les arnaques sentimentales représentaient 1 milliard d'euros et les arnaques en tout genre, 130 milliards. 130 milliards. 130 milliards, bisous. Aujourd'hui, l'arnaque, c'est plus une exception. La question, c'est plus qui sera la prochaine cible, mais plutôt quand. Alors, qu'est-ce qui a changé pour qu'on soit tous en danger? Stan a mené l'enquête au péril de sa vie, mesdames et messieurs. Ouais. Je vérifie parce que j'ai un peu peur. Je suis sous pression. Ali Haggad, je n'aime pas dire ça, mais
c'était mieux avant. Oui, Ah oui. avant Internet, pour se faire arnaquer, il fallait sortir de chez soi. Aujourd'hui, on peut perdre son PEL en pyjama en caressant son chat sur son canapé avec un type à qui on parle sur les réseaux. À l'époque, l'escroc, il avait du culot. Il devait nous regarder dans les yeux, prendre le risque de se faire courser par les chiens, avoir un sacré bagou en somme. Certes, on extorquait, mais on le faisait avec audace. Je pense au bonneto. Stylé le bonneto. 3 gobelets, une boule et une dextérité hors norme. Il y avait aussi les faux démarcheurs à domicile, souvenez-vous. Oui, bonjour, c'est pour le gaz. Et hop, ils repartaient avec l'argenterie, de vrais acteurs. Et pour les arnaques sentimentales, c'était, comment dirais-je, plus confidentiel et parfois plus violent. On pense à Landru, le plus grand tueur en série français qui, après-guerre, ferrait ses victimes grâce aux petites annonces du chasseur français avant de les dépouiller dans sa maison de campagne et de les réduire au silence en brûlant leur corps dans la cheminée du salon. Bref, en ce temps-là, l'arnaque existait, mais elle demandait du temps et un certain panache. Elle était réservée à quelques-uns. Hélas, tout a changé avec ça. Vous vous souvenez ? Ah bah oui. Le début d'Internet. Avant Internet, 10 victimes par mois. Aujourd'hui, 10 000 mails par heure. On appelle ça le phishing. Traduction, l'hameçonnage. On jette des milliers d'hameçons numériques avec de fausses alertes type colis bloqué, activité suspecte sur votre compte ou votre conseiller a cherché à vous joindre. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça morde. Depuis que les escrocs ont la fibre, on est passé de l'artisanat à l'industrie de l'arnaque. Sans compter qu'Internet, Sylvie ne me contredira pas, a offert l'anonymat aux arnaqueurs. Plus de contact humain et donc plus aucune culpabilité. On escroque la veuve et l'orphelin sans remords, ni pitié, ni regret. En fait, tout est devenu plus simple, notamment grâce au vol de données et aux réseaux sociaux où l'on se répand sans retenue. N'est-ce pas ? Oui, les charlatans savent aujourd'hui tout de nous. Nom, prénom, banque, enfant, Ajadin. Les algorithmes n'ont plus qu'à faire le reste en analysant notre personnalité pour savoir où, quand et comment nous piéger. Et dans cet Eldorado émerge un nouveau spécimen, le brouteur. Un terme qui nous vient de l'argot ivoirien et qui signifie brouter comme une chèvre. Spécialisé dans les arnaques au sentiment, le brouteur arnaque les personnes en mal d'amour. À ce jour, l'arnaque la plus importante s'élève à 830 000 € dans l'affaire du faux Brad Pitt. Le scénario de cette bad romance d'ailleurs est toujours la même. Phase de séduction, relation à distance, drame fictif et hop, demande d'argent. Et voici comment se retrouve arnaqué à l'image de ce pauvre retraité belge qui a traversé toute la France pour aller à la rencontre de sa nouvelle femme en la personne de Sophie Vouzelot, première dauphine Miss France 2007 et malentendante, avec qui ce brave homme de 70 ans pensait entretenir une histoire amoureuse depuis des mois. Le mari de l'ancienne candidate de beauté a filmé la scène pour alerter sur les dangers de ce genre d'usurpation d'identité. Faut que je filme là, parce qu'il y a un mec qui vient de sonner chez moi et il me dit « Je suis le futur mari de Sophie Vouzelot ». Bon, bah moi je suis l'actuel. Il va y avoir confrontation. Hein. Bonjour. Vous êtes ? Comment ça que je suis ? Bon, moi je suis Michel, vous êtes pas bien. Oui, tout à fait. Et vous ? Alors il y a quelque chose qui va pas. Je crois qu'elle m'a joué un sale tour. Ah, pas ma femme, non. C'est les faux comptes, il faut faire très attention. Ah, vous avez pas donné d'argent, j'espère ? 30 000. 30 000 €. Bonjour, Bonjour Sophie. je suis désolée. Y a pas de quoi. Ça me fait mal au cœur. On est Reste désolé. averti. Mais il faut prévenir, pas porter plainte. Non mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et c'est- tellement fréquent en plus. là, vraiment, on pourrait rigoler de tout ça, mais en fait, ce retraité, il n'est pas plus naïf qu'un autre. Hein. Sylvie, vous êtes d'accord si j'affirme que, en fait, tout le monde peut être victime d'une arnaque à un moment de sa vie. Moi, personnellement, j'ai été victime de 3 arnaques. Et en plus, 2 fois de suite sur mon compte en banque et mon téléphone qui a été hacké. Donc, je ne suis pas plus crédule qu'une autre. Quoique. Quoique 3 fois de suite quand même. Non, non, on en est tous là et on peut tous être victimes à un moment ou à un autre. Et ça, c'est important. Parce que ce serait mentir que de dire à ces personnes qui se font arnaquer qu'elles ont une fragilité sur le plan cognitif ou émotionnel ou quoi que ce soit. On est tous vulnérables. Pourquoi on se fait arnaquer ? Parce qu'on est victime d'un biais qu'on appelle le biais de surconfiance, de confiance. Donc on a envie d'accorder notre confiance aux gens. Et ces arnaqueurs, ils vont jouer à chaque fois sur des situations qui soit provoquent une inquiétude subite chez nous et activent notre amygdale qui nous dit vite, 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 il faut répondre. D'autant qu'on a pris l'habitude de répondre très vite aux stimulations. Donc ça va être l'arnaque au compte en banque. Moi aussi, j'ai failli être arnaquée, mais heureusement, je l'ai dépisté au dernier moment. Soit ils vont jouer sur nos émotions. Et là, ils savent aussi que sur les réseaux, on a pris l'habitude de répondre très vite, de réagir très vite émotionnellement et de répondre très vite à une stimulation. Et donc, de fait, on va s'engouffrer, quasiment, on va tendre le tapis rouge à l'arnaqueur parce que finalement, on va se comporter
comme il espère qu'on va se comporter, c'est-à-dire sans plus aucun jugement critique. Oui, puis c'est sûr que si on a un faux Ali Rebéi qui vous demande en mariage, la tentation est trop forte. Elle est assez irrésistible de dire oui et de donner 100 000 euros pour être sûr qu'il accepte. Et alors, j'ai envie de dire, justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on laisse énormément de traces partout sur Internet, sur les réseaux, et n'importe qui peut se faire passer pour Ali. C'est Et très moi, facile. je pense que vous seriez une redoutable arnaqueuse. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de la table, mais alors... C'est quoi ce procédé Non, d'intention? redoutable dans le sens efficace. Oui, C'est-à-dire oui, que moi, je me ferais avoir par Vicieuse, vous. on voulait dire. On est d'accord, on est d'accord. Vous voulez dire que je vous manipule au jour le jour? Plutôt pas mal. Depuis 5 ans qu'on fait cette émission ensemble. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Allez, on l'a dit, tout le monde peut se faire arnaquer. Et quelque chose me dit que notre tour est arrivé, puisqu'on accueille Sarah Cadou. Oui, c'est à nous. Oui, ça... Moi, je flippe. Hein. Vous avez raison. Je flippe. Bonjour. Vous avez raison, ça va bien? Ouais. Ouais. Pour le moment. Ouais. C'est ça. Dites-moi, Ali Agathe, on en est où de mon augmentation? Il faut juste un petit point trafic, là. C'est pas nous qui décidons. C'est pas vous Ah non. Ah bah qui non. tirez les manettes. C'est notre chère Non, productrice. je m'en doute. Vous êtes vraiment des crevards. En tout cas, vous savez quoi? Moi, j'ai de quoi vous faire chanter Oula. dans cette petite pochette. J'ai des dossiers compromettants que je peux envoyer à la presse à tout moment. Si vous n'accédez pas à ma requête. Et croyez-moi, vous feriez mieux de me donner ce que je veux, car avec l'intelligence artificielle, Agathe, on peut faire des trucs incroyables, capables de ruiner vos vies. Et Ali, le premier dossier, il est pour vous. Voilà. J'ai une série de clichés de vous, Ali, cul nu, fesses à l'air, cet été, au camp À droite, naturiste. c'est évidemment moi, à droite. Il y a Stan et vous. Ça remonte. Ça va, ça va, c'est pas honte. Ouais, Vous vous souvenez? ah. Non mais j'ai pire. C'est que des Ouais. cucus, hein. Voilà. Là, elle a le verso, Ça, mais elle a aussi le recto. Voilà. C'est ça, le Ça, problème. c'est un avant-goût. Et Agathe, ne pensez pas que vous allez y échapper. J'ai pour vous du très lourd. Ah, la main dans le sac. Que voit-on? Agathe qui ferait avec l'ennemi en allant négocier un transfert sur TF1 pour l'année prochaine. J'allais voir mon mari. Ah oui, c'est ce qu'on Ouais, dit. c'est ça, la Il n'était bien pas là ce jour-là, je le sais. Il était avec moi. L'augmentation, toujours pas? Oui, on va réfléchir. On va réfléchir. Ah oui, Ouais, Réfléchis, on regarde le micro-trottoir et vous me dites ce qu'il en est. Oh, je pense que ça ira. Hein? Ça va être bon. Voilà, vous allez voir, vous n'êtes pas les seuls que j'arnaque au quotidien. Regardez. Est-ce qu'on t'a dit qu'il y avait une petite participation ou pas? À quel niveau? Financier. Tu te fous de ma gueule? Ah non. Si tu veux que l'interview soit diffusée, il faudrait payer une 50aine d'euros. Ah mais non, quoi. Ah non. Moi, je suis désolée. Mais c'est mort. Mais après, ça fait un beau souvenir. Je peux négocier. Non. Écoute, pour toi, je vais demander à ce que tu payes que 20 euros si tu veux que ce soit diffusé. 20 euros, ça va? 15. Franchement. 15. Non, mais c'est 10. c'est pas la question. 5 euros. 5. Qui dit mieux? 2 euros. Non, mais c'est une blague. 1 euro. Oui, c'est une blague. C'est la vérité. Je vais partir, je te promets. Tu es en train de monter, là. Tu m'as fait monter, là. Est-ce que vous êtes du genre crédule ou méfiante en général? J'étais un peu crédule, mais maintenant, c'est fini. Je suis méfiante. Apparemment, je transpire la naïveté. Méfiante par expérience. C'est quoi la pire fois où on a abusé de votre gentillesse? Moi, j'ai voulu acheter des bijoux, Ouais. donc j'ai payé. Ensuite, je me suis rendu compte que tous les mois, ils me prélevaient. Et que je me suis même pas abonnée ni quoi que ce soit. Si la carte n'est pas protégée, ils passent devant toi et ils te prennent toutes les Ah là informations. là. Donc maintenant, protégez vos cartes. Entre nous, est-ce qu'on peut tous se faire avoir à un moment donné de notre vie? On a tous des moments de faiblesse. Je pense que oui, parce que les arnaqueurs, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus vicieux. Pourquoi on se fait plus facilement avoir ou arnaquer en amour? L'amour rend aveugle. Comment on repère un arnaqueur? Le problème est là, c'est qu'on les repère pas. Il a plusieurs facettes. Hein. Il n'y a pas de profil type, en tout cas au niveau de l'apparence. Ouais. Trop parfait, qui savent tout, qui font tout. Ouais, cela, il faut s'en méfier. Hein, Ali? On vient de te décrire. Est-ce que tricher sur sa photo de profil sur les sites de rencontres, vous considérez ça comme une arnaque? Oui. Moi, je mets ça en général sur les sites de rencontres. Ça ressemble, non? Mais non, Pourquoi? c'est trop... Enfin, c'est trop retouché, quoi. Ah non, j'ai pas mis de retouche du tout, là. C'est juste j'avais une bonne maquilleuse, mais j'ai pas mis de retouche. Vous, si vous deviez monter une arnaque pour vous faire de l'argent, quel serait votre plan? Propos, je dis que je suis agent de casting. Je leur demande des infos, je leur dis, je leur mets un contrat tout bidon professionnel avec le RIB, le nom, prénom, adresse email.
Et après, j'ai plus qu'à récupérer. hein. Allez, on prépare les contrats. C'est ça. On va se faire de l'oseille, Kurt. Ouais, et on va mal finir. Il n'est pas loin d'être arnaqueur, celui-là. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Alors, l'augmentation, ça dit quoi, comme on dit? Oui, on va Doucement. on va accepter. Oh, bah, hein. Non, mais c'est un 8 francs, faut savoir. Oui, peut-être au pire, on Non, donnera j'aime notre pas. poche. Non, ça me plaît pas. Donc, je vais sortir l'ultime dossier. Ah non, Agathe, non, je non. suis désolée. J'aime pas le ton de votre voix, ne me convient pas. Ouais. Bam! Une paparazade, Agathe, avec votre acteur C'est qui préféré de la série Mad Men, John Hamm. Ah, John Hamm. Elle adore son bras dessus, bras dessous. Alors là, pardon, malgré mon mari, je trouve que c'est quand même trop la classe. Votre augmentation, Votre mari, comme vous dites, appréciera. Je vais aller lui déposer dans la boîte aux lettres. Non, non, je le ferai. Tenez. Excusez-moi, je veux dire, il sait que c'est la seule exception. J'ai le droit. D'accord, j'ai d'autres dossiers, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres dossiers. On dit quoi pour l'augmentation? Oui. Je vais lui déposer dans la boîte aux lettres ou pas, au chéri? Oui, ou allez, non? on vous augmente de toute C'est façon, bon vous le méritez. Vous le méritez de Vous toute n'avez pas façon. besoin de chantage. Merci beaucoup, les amis. Allez, Rendez-vous à la bisous. compta. À bientôt. À bientôt, Sarah. Au revoir, espèce de fourbasse. Allez, il est temps de s'attaquer aux arnaques qui coûtent le plus, tant sur le plan financier que sur le plan moral, les arnaques sentimentales. Et pour plus se faire avoir par les faux Brad Pitt, on accueille Antoine Spat. Bonjour Antoine. Bonjour Agathe. Et merci Bonjour, d'avoir Aline. accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, vous êtes spécialiste des relations toxiques et vous êtes l'auteur, entre autres, du livre « Déjouer les pièges des manipulateurs et pervers narcissiques ». Vous êtes donc la personne qu'il nous fallait pour décrypter les grands signaux d'alerte de l'arnaque amoureuse. Premier signal qui doit nous alerter, Antoine, c'est ce que vous appelez la lune de miel. C'est-à-dire un peu trop de smiley cœur, trop de messages, trop de mon cœur, mon chéri dès les premiers jours et tout. Là, ça sent quelque chose de mauvais, quoi. Oui, c'est la technique du love bombing. Oui. Ouais. C'est le terme C'est un consacré. tapis de bombe d'amour. Oui, voilà, c'est ça. On est inondé par des phrases gentilles, amoureuses. Ça nous met dans un état de sidération, puisqu'on n'a pas souvent l'habitude d'être inondé. Et c'est ce qui fait que la personne se trouve dans un état émotionnel particulier, qui fait qu'elle est réceptive, qu'elle perd ses mécanismes de défense psychique, et donc elle est prête à accepter beaucoup de choses. Et surtout, ça crée une dette émotionnelle à l'égard de la personne qui vous sollicite de cette manière. C'est-à-dire que On lui doit quelque chose, On lui parce qu'il doit vous a quelque tellement chose. fait de bien, quelque part, c'est voilà, ça. il vous a tellement renarcissisé, parce que souvent les personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se font avoir, c'est des phases de leur existence. Ça peut arriver à tout le monde, finalement, ça dépend de la phase dans laquelle on se trouve dans sa vie. On a eu un problème, quel qu'il soit, affectif. Un problème d'estime de soi, une vacuité, quoi, quelle qu'elle soit. Oui, ou simplement un stress professionnel, ou ça peut être l'occasion de se faire avoir parce qu'on est dans un état un manque de vigilance par rapport aux situations. Alors, autre signal qui doit nous dire attention, arnaque amoureuse, c'est l'urgence émotionnelle. Très vite, votre amant virtuel est victime d'un accident, d'une maladie, d'un problème d'argent bloqué, et il ou elle a besoin de fric, et on tombe tous dans le panneau. Bah, tous, j'espère Presque pas. tous. Non, mais par D'abord, contre, pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau? parce qu'il crée une tension émotionnelle très très forte et on a un besoin irrépressible de libérer cette tension. Et la manière la plus simple de libérer, c'est de céder aux demandes de... Puis on n'a pas envie que ça s'arrête aussi, Antoine, c'est ça. Je veux dire, on a été renarcissisé. C'est ça, c'est-à-dire qu'il en fait, il y a une brèche. Tout à coup, ils se saisissent de cette brèche, ils nous renarcissisent, et puis on se dit, ah, c'est tellement bon. Moi, je veux pas que ça s'arrête. Non, il n'y a pas un truc qui se joue. Parce à ce qu'avant niveau-là. de demander de l'argent, en général, justement, il y a ce moment, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a un moment où tout d'un coup, il n'y a plus trop de nouvelles, et puis c'est après, c'est-à-dire, il envoie plein de messages, après il y a un blanc. Je te fuis, tu me suis. Oui, c'est un peu ça. Oui, l'amour, c'est toujours une attente, comme disait Roland Barthes. On est toujours dans l'attente. Et donc, il joue sur ce mécanisme de l'attente pour jouer avec ça et faire créer un besoin irrépressible des personnes, enfin des victimes, on va dire. Et oui, il y a ce mécanisme-là. Et surtout, ils viennent jouer aussi sur des choses un peu archaïques chez l'individu. On a tous besoin d'aider quelqu'un. Bien sûr. On est toujours assez mal, par exemple, quand quelqu'un vient vous demander de l'argent dans le métro, je ne sais où, et qu'on ne le donne pas, on a un petit quelque chose. Et Sylvie, pourquoi est-ce que l'amour, c'est le terrain de chasse préféré des arnaqueurs? Au-delà du fait que les arnaques au sentiment rapportent
bien plus que les autres escroqueries. Pourquoi, à l'image de ces dizaines de femmes piégées par l'arnaqueur de Tinder, par exemple, dont on a beaucoup parlé, pourquoi notre cerveau amoureux, il est si vulnérable au fond? Parce qu'on l'a dit, en fait, on aime le fait d'être amoureux. Le fait d'être amoureux active le circuit de la récompense. Il met en jeu au premier plan nos émotions et pas du tout notre raison. Et donc on a une espèce de balancier entre ce circuit de la récompense, ce plaisir qu'on s'intéresse à nous, dans un monde où finalement c'est très impersonnel sur les réseaux. Les sociétés, elles sont très individualistes. Et là, vous avez quelqu'un qui vient s'adresser à vous, qui vous fait une déclaration, qui croit en vous à un tel point qu'il va vous confier vraiment des problèmes graves qu'il a pour que vous l'aidiez. Et vous vous sentez investi d'une mission, vous êtes porté par cet amour. Et il ne faut pas oublier que le circuit de la récompense qui est activé par cette pseudo-relation, il va aussi s'activer si on est altruiste. Et donc, on est préparé à faire du bien. Et par ailleurs, cette idée de faire du bien à quelqu'un qui nous a choisi, nous, on est l'élu, de vraiment, voilà, il nous porte ses sentiments amoureux, ben, lui faire du bien à lui va encore plus activer le circuit de la récompense, va libérer toutes ces hormones qu'on connaît, l'ocytocine, donc on va se sentir attaché à la personne. La dopamine, la sérotonine, les endorphines, tout ça va endormir notre lobe frontal, notre jugement critique. Et au final, on va succomber à toutes ces demandes-là parce qu'il n'y a que nous qui pouvons aider cette personne qui est dans le besoin et qui nous aime et qui croit en nous. Alors quand les mécanismes de l'arnaque amoureuse sont en place, pas simple d'en sortir. Même les preuves ne suffisent plus à convaincre les victimes qu'il s'agit d'une escroquerie. C'est ce qu'a constaté le témoin de Marie-Trey Stéphanie. Et oui, pour ce témoignage, j'aimerais vous parler de Charles Leroux. Je précise que Charles existe vraiment. Il a tout d'un prince charmant, quinquagénaire, charismatique, propriétaire d'un yacht, le profil idéal à usurper pour des brouteurs sans scrupules. En se faisant passer pour lui, les arnaqueurs vont alors piéger des dizaines de femmes célibataires en quête d'amour, toutes convaincues de vivre une idylle à distance avec lui. Et parmi elles, Muriel, qui, un beau jour agacée de ne pas le rencontrer, débarque par surprise sur son bateau pour voir son amoureux enfin. Charles éconduit cette femme qu'il ne connaît pas avec politesse et décide de contacter le romancier Alexandre Kaufman pour qu'il enquête sur cette vaste supercherie qui a coûté 210 000 € à Muriel. Regardez. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va parler de cette histoire incroyable. Qui est Muriel ? Alors Muriel, elle a une petite soixantaine d'années, elle est veuve depuis 2 ans, à peu près en 2017, et elle a 2 filles qui l'encouragent à retrouver quelqu'un dans sa vie, puisque son mari est mort depuis 2 ans. Elle s'inscrit sur les sites de rencontres, alors elle fait quelques rendez-vous qui sont assez décevants, et au moment où elle est prête à renoncer, elle trouve la perle rare, qui s'appelle donc Charles Leroux, qui est particulièrement attentionné, et il se distingue des autres profils qu'elle avait trouvés décevants par sa sincérité et ses marques d'attention. Il lui demande matin, midi et soir si elle va bien, il lui fait aussi des confessions sur ses failles. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, elle fait une recherche Google sur lui, et elle s'aperçoit qu'en fait c'est un multimillionnaire, donc qui possède un hôtel particulier, de belles voitures, un yacht, et elle se dit pourquoi un type comme ça, une sorte de playboy de yacht, s'intéresse à une femme comme moi qui est employée de mairie dans le sud-est de la France. Et malgré ses doutes, elle commence un petit peu à entrer dans cette relation et à se confier à lui et va se nouer une relation amoureuse virtuelle. De l'extérieur, on peut se demander comment c'est possible de tomber amoureuse de cet homme qu'elle n'a jamais vu en vrai. C'est vrai que ça peut paraître troublant. Il y a énormément de marques d'attention parce que les brouteurs, donc les arnaqueurs, fournissent un travail phénoménal de présence. Et surtout, quand ils sentent qu'une victime est bien vulnérable et qu'ils vont pouvoir avoir un bon rendement avec elle, ils décident d'investir avant même d'avoir touché de l'argent. Donc par exemple, ils font envoyer des fleurs ou des chocolats en réel, ils appellent ça le corps à corps, avant de commencer à demander de l'argent à la victime. À partir de quand, ça y est, il lui demande de l'argent? À peu près au bout de 3 mois. Il va lui faire un emprunt au début. Ça va être à peu près 10 000 € pour les frais médicaux de sa fille qui a un cancer dur. L'arnaqueur va jamais demander de l'argent pour lui-même au début. Il va dire « Ah, ma fille est très malade, elle a un cancer, je suis vraiment dévasté ». Elle va se renvoyer une image flatteuse de dire « Bah, si je peux aider cette petite fille, c'est bien ». Comme les personnes dont l'image est usurpée sont des personnes souvent assez riches, il y a aussi l'idée que la personne va peut-être rendre de l'argent au centuple. Ça existe aussi. Ah, d'accord. Et puis c'est toujours fait aussi la première demande d'argent un peu dans l'urgence. Il me la faut absolument pour le rein de ma fille, donc ça paralyse un peu la pensée. Une fois qu'elle paye, cette petite fille qu'elle a aidée, en fait, elle lui dit « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» Donc en fait, Muriel, elle est totalement flattée, donc elle a des doutes, mais elle continue.
Et là, vous vous demandez tous comment un multimillionnaire peut être crédible en quémandant de l'argent. Eh bien, la stratégie du brouteur est toujours la même. Faire croire que Charles est dans une mauvaise passe financière et qu'il doit maintenir une image auprès de ses investisseurs. Il a donc besoin de Muriel pour couvrir ses frais. Ensuite, il y a eu les moteurs de son yacht qui étaient cassés, c'était beaucoup, ça c'était presque 100 000 €. Et en fait, elle est devenue interdite bancaire. Donc on se dit, bon bah là, elle ne sert plus à rien. Et non, en fait, il lui a demandé d'ouvrir de faux comptes avec une fausse identité. C'est-à-dire qu'il faisait transiter sur son compte des sommes qu'il avait volées ailleurs. Ça mettait la victime en confiance parce qu'elle se disait, tiens, je reçois de l'argent, même si elle devait le reverser aussitôt. Lors de ces courts moments de lucidité, Muriel veut rencontrer Charles en vrai pour lui demander des comptes. Elle va d'ailleurs traquer son yacht pour débarquer et se retrouver face à lui. Muriel se présente et lui dit « Charles, nous sommes ensemble, je vous ai prêté beaucoup d'argent. » Et donc il lui dit « Veuillez descendre de mon bateau, je ne vous connais pas. » Et donc au début, elle est un peu désarçonnée, mais très vite, dès qu'elle descend du yacht, elle se dit « Ah, mais comme par hasard !» On voit un mécanisme de défense qui se met en place. Elle se dit « Ah, mais il n'a pas voulu me reconnaître parce qu'en fait, il y avait son fils. » Elle trouve une explication et on voit qu'en fait, c'est un déni de réalité. En fait, les psychanalystes parlent plus d'un phénomène de désaveu, c'est-à-dire qu'on sait que c'est faux, mais on aimerait tellement que ce soit vrai qu'on décide d'y croire. Vous l'avez rencontré et vous êtes même donné une mission, c'est de lui prouver que c'était un brouteur, c'est ça? Ouais, au fur et à mesure de l'arnaque, qui a duré près de 6 ans, évidemment, elle se met à dos toute sa famille, qui lui dit, ses filles lui disent arrête de donner, maman. Et donc, elle finit par se retrouver très isolée. Et donc, moi, je me suis dit, je vais lui prouver qu'elle est victime d'une arnaque. J'avais l'identité de ce brouteur et j'avais son nom. Je pouvais lui montrer qu'il s'était connecté avec elle, mais elle trouvait toujours un moyen d'échapper à cette vérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est-à-dire qu'elle a même cédé sa maison, c'est ça? Au final, elle s'est retrouvée à la rue. Il lui restait quasiment plus que sa voiture à un moment, que le brouteur a essayé de lui faire vendre, mais il n'a pas réussi. Elle avait presque plus rien. Elle avait plus rien. Elle pouvait plus payer son loyer, ses factures d'électricité. Et le brouteur le savait, mais il continuait quand même à lui prendre les derniers petits sous qu'elle avait. Et donc, c'est finalement une de ses filles qui l'a récupérée, qui a accepté de la loger. Et puis, au bout d'un moment, comme elle avait vraiment plus rien à donner, le brouteur, il a vraiment fini par s'éloigner. Et là, très lentement, elle a pu reprendre un petit peu une situation matérielle plus ou moins stable, mais qui reste encore aujourd'hui fragile. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre comme ça, Captive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, elle est enfermée dans cette réalité? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, elle a plus d'argent, donc elle donne plus d'argent. Elle s'occupe de ses parents. Et finalement, si jamais elle décide de croire à cette relation, puisqu'elle donne plus d'argent, même moi, au bout d'un moment, je me dis, à quoi bon la convaincre finalement si elle est plus heureuse comme ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc on l'a vu avec Muriel, s'il y a bien un endroit où la désillusion est la plus douloureuse, c'est en amour. Quand on pense avoir enfin rencontré l'âme sœur, celui ou celle qui nous comprend, qui nous écoute, qui est attentif à notre bien-être, pas simple d'accepter que tous les messages, tous les mots d'amour, tout ça, c'était faux, c'est très douloureux. Dans la plupart des cas, le cerveau refuse la réalité et l'engrenage est tel que les personnes ne parviennent même plus à distinguer les évidences. Bien souvent, c'est l'entourage des victimes qui contacte d'abord les autorités. Donc, Antoine Spad, comment expliquez-vous que Muriel continue aujourd'hui encore à croire à sa love story? Elle ne veut pas voir la réalité en face. C'est une procédure qui est mise en place par ces personnes, ces abuseurs, on va dire. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation de dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, c'est se mettre en défaut par rapport aux valeurs qu'on a et aux pensées que l'on a. On va modifier ces pensées pour faire entrer en consonance avec ces valeurs. Donc on va changer au fur et à mesure de la relation. On change les pensées que l'on a sur la personne pour pouvoir rester dans un confort psychologique. Se justifier. Ouais, c'est ça. Se justifier personnellement, voilà. Et tout doucement, on entre comme ça dans effectivement un engrenage. C'est un engrenage qui fait qu'on se radicalise totalement. Et c'est pour ça que ces personnes deviennent totalement imperméables à la vie d'autrui. Surtout qu'en général, l'escroc harcèle en permanence. Il laisse jamais un répit à sa victime. Ah oui, il faut toujours la solliciter le plus possible. Il l'isole ainsi. Il l'isole surtout. Il essaie de l'isoler parce que, évidemment, la planche de salut pour ces personnes, c'est de trouver le soutien de quelqu'un d'extérieur. Parce que quand on est pris dans cette espèce de cercle vicieux, la seule chose qui peut vraiment vous sortir, c'est quand quelqu'un qui a un poids à votre égard, affectif, on va dire, peut vous raisonner et vous sortir. Mais c'est terriblement difficile parce que sortir de cette emprise, c'est se confronter à une espèce d'effroi.
l'effroi de s'être fait avoir, de subir la moquerie d'autrui. L'effroi et la honte. Et la honte, oui, la honte. Et donc, c'est ce qui fait qu'on repousse l'échéance de la confrontation avec la vérité. Ce qui est troublant avec ces arnaques, c'est ce mélange permanent entre répulsion et fascination. On est révolté par ce qu'ils font, évidemment, mais en même temps, on regarde les documentaires, les séries, les podcasts qui leur sont consacrés avec passion. C'est votre cas, Elsa. Tout à fait. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Je voulais pas vous dénoncer, mais, Non, mais ça tombe j'ai sur vous. l'habitude, vous Ça savez. tombe sur vous. Mais... Non, mais j'ai l'habitude de vous avouer le samedi Moi, matin des choses qui ne sont pas tout le temps à ma faveur. Moi aussi. C'est vrai. Moi C'est aussi, vrai. je suis comme vous. Non, mais un peu. en vrai, on sait que les arnaqueurs, ils font du mal, ils mentent, ils abusent, ils détruisent des vies. Mais en vrai, moi, j'avoue, ils me fascinent. N'ayez pas peur, Sylvie. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont glamour, je ne suis pas en train de dire que je vais tomber amoureuse. Non, mais juste, c'est vrai que je regarde souvent des documentaires ou des fictions sur les arnaqueurs, comme si je regardais des comédies romantiques, et je me dis, mais c'est dingue, parce qu'ils ont un aplomb, mais parce qu'il y a à côté, j'allais dire héros, vous voyez mon lapsus, escroc romanesque, en fait, très cinématographique. Et par exemple, Franck Abagnale, qui a été un des plus gros escrocs, dont on a fait un film avec Leonardo DiCaprio, Arrête-moi si tu peux. Et en fait, ce héros, Franck Abagnale, il est incroyable. Dès l'âge de 16 ans, il part de chez ses parents, il vit dans la rue, il comprend très vite comment il peut faire des faux chèques et comment il peut encaisser, il maîtrise la technique des faux chèques et comment il peut encaisser les faux chèques. Donc il va gagner très vite énormément d'argent, sans diplôme aucun, juste avec de l'aplomb. Il va devenir pilote de ligne, avocat, médecin, mais sans rien. Il va escroquer des milliards à des tas de gens. Il va se faire, évidemment, il va être pourchassé dans 26 pays. Il va se faire arrêter en France, parce que c'est en France qu'il se cache, par le FBI. Et là, il va être, en plus, le FBI va lui demander de travailler avec lui, justement, pour travailler, pour arrêter les escrocs, pour s'infiltrer et arrêter les escrocs, en fait, et il va aussi gagner beaucoup d'argent. Donc il y a quand même, ils ont comme ça un aura assez dingue. Et alors souvent, ça a été des hommes. Il se trouve que maintenant, on voit aussi des femmes assez glamour. Et on a par exemple, alors cette fille-là, j'ai regardé cette nuit d'ailleurs le film sur Netflix sur elle, Anna Delvey. En fait, elle s'appelle Anna Sorokin. Et alors, elle, c'est carrément la queen de « je te rembourserai demain ». En fait, elle passe sa vie à dire aux gens « je vous rembourserai, je vous rembourserai ». Elle vient de Russie, mais elle a vécu en Allemagne, mais elle finit aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle va piller tout Manhattan. Elle va vivre dans tous les plus grands hôtels sans jamais payer un centime, en disant à chaque fois « je vous paierai demain, je vous paierai demain ». Elle va escroquer tous ses amis. Elle va devenir très amie avec des gens très riches. À chaque fois, elle va leur demander de l'argent. Les gens vont lui donner de l'argent. Elle va aller jusqu'à vouloir créer une fondation. C'est comme ça qu'elle va se faire avoir, parce qu'elle va demander 20 millions à la banque. Et là, la banque va se dire, il y a quand même un problème, parce qu'à chaque fois, elle dit, non, l'argent n'est pas encore arrivé, non, oui, je vais en amener, mais enfin bon. Elle se fait arrêter à 28 ans. Enfin, c'est-à-dire de 2013 à 2017, en fait, elle ne fait que des arnaques. Elle gagne énormément de fric. Elle se fait arrêter en 2019 à 28 ans. Elle va en prison. En prison, elle vend son histoire à Netflix. Elle sort de prison avec le bracelet électronique. Elle est invitée dans tous les défilés de mode. Et là, elle fait Danse avec les stars avec le bracelet électronique. C'est-à-dire que là, on est sur un parcours de dingue. C'est-à-dire que c'est complètement fou. Sinon, on a aussi, alors elle, je l'aime moins. Elle s'appelle Elizabeth Holmes. On est en 2003. Elle a 19 ans. Elle fait ses études à l'université de Stanford. Elle arrête ses études pour créer, en fait, pour fonder Theranos. Elle va dire qu'avec Theranos, elle promet, en fait, une révolution médicale à ses clients. C'est-à-dire détecter, vous savez, avec on en a parlé, détecter avec une seule goutte de sang des dizaines de maladies. Dont le cancer. Dont le cancer. Ça, c'est votre rêve. Bon, mais en fait, elle va adopter une voix grave, elle va adopter un style, on le voit à la Steve Jobs. Tout le monde. Et elle a convaincu le monde entier. Elle a fait partie des femmes les plus riches du monde. Elle a été avec les plus grands et tout d'un coup, patatras, on se rend compte effectivement que c'est pas vrai du tout, que en fait, tout ça c'est que du bidon. Mais moi, mais comment est-ce qu'ils arrivent à dormir? Ah mais ça, c'est ça. Non mais moi, je me dis mais c'est atroce en fait. On est dans un état d'hypervigilance. On peut imaginer qu'ils ont le même cerveau que nous. Oui, c'est ça. Ils connaissent pas l'empathie. Oui, c'est ça peut-être. En fait, on se rend compte qu'elle a complètement truqué les analyses. Et puis pareil, elle va finir en prison, 11 ans de prison pour fraude fiscale, enfin pour toutes les fraudes. Bref, c'est quand même des esprits. C'est-à-dire,
Sylvie, il y a quand même quelque chose, parce qu'en même temps, il nous fascine. Moi, je sais que je suis un peu tordue. Mais nous ne sommes pas tous tordus. Mais quand même, c'est vrai qu'en même temps, ils sont fascinants et en même temps, on ne peut pas les aimer. Mais qu'est-ce qu'il y a chez nous qui fait qu'on a envie de les regarder et que ça nous intéresse et qu'on y croit ? Si on est fasciné par ces individus, c'est parce que, comme l'a dit Agathe juste avant, on s'imagine que ces gens sont comme nous. Elle se demande mais comment ils font pour dormir. En faisant ça, elle s'imagine à leur place et elle les imagine avec un cerveau qui fonctionne comme le sien. C'est pas du tout ça. Donc ces personnes-là, pour certaines, ne sont pas empathiques, pas toutes. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes extrêmement intelligentes. Ah, leur cerveau ne marche pas comme le mien, donc apparemment. Très bien, Sylvie. Non, leur cerveau marche comme le vôtre, mais pas dans le même objectif. Et donc, ce qui nous fascine chez ces personnalités, c'est le côté transgressif. Donc, vous savez qu'on a décrit un phénomène qui est l'identification à l'agresseur. Même quand vous êtes victime d'une escroquerie ou de quoi que ce soit, vous préférez vous identifier à l'agresseur plutôt que rester vous dans votre position victimaire. Donc, on va avoir cette fascination pour comprendre déjà l'inventivité, leur intelligence, leur liberté, leur capacité de transgresser, leur manque d'empathie qui nous fascine, leur manque de culpabilité, leur audace. Tout ça, c'est extrêmement fascinant. Et finalement, ce qui nous impressionne, c'est la richesse du scénario qui est mis en place pour escroquer. Et donc finalement, on est comme au spectacle. On oublie que c'est la réalité. Ouais. Exactement. Et si on avait la victime à côté de nous, on ne regarderait pas le documentaire sur Netflix de la même façon. Là, finalement, ce qui nous attire, c'est la richesse du scénario. Et c'est éblouissant. C'est comme quand on regarde Arsène Lupin, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. On va monter d'un cran dans l'échelle de l'arnaque en se focalisant sur les dérives sectaires. Quand on entend ces histoires d'emprise extrême, on se dit tous la même chose. Comment des personnes intelligentes, entourées, insérées, peuvent se faire manipuler au point de tout perdre? Pour le savoir, Marianne Moing a rencontré une femme qui a vécu cet enfer de l'intérieur. Elle s'appelle Lydia Adjara et elle a longtemps été présentée comme la favorite du gourou Raël. C'est un témoignage rare sur la manière dont on entre dans une secte, mais surtout sur la difficulté d'en sortir. En 1973, Claude Vorillon, connu sous le nom de Raël, affirme avoir été contacté par un extraterrestre venu lui révéler les secrets de l'humanité. En tant que prétendu nouveau prophète, frère de Jésus, sa mission sur Terre est double. Diffuser le message des Elohim, nos créateurs venus du ciel, et faire construire une ambassade destinée à les accueillir. Un demi-siècle plus tard, le mouvement raélien compterait plus de 100 000 adeptes à travers le monde. Pendant 21 ans, Lydia Adjara grandit au plus près du gourou, jusqu'à devenir l'une de ses favorites. Aujourd'hui, elle nous livre son puissant témoignage. Bonjour Lydia. Bonjour. Comment est le quotidien des Raéliens et des Raéliennes, on va dire, ordinaires? Leur quotidien, il est comme vous, il est comme le mien. Ils vont au travail, ils vont au sport, ils ont des amis, ils ont des activités. Et ponctuellement dans l'année, ils se retrouvent entre Raéliens dans des campings ou bien dans des hôtels pour parler des projets futurs de l'ambassade. Et c'est pas du tout une communauté qui est fermée. Les Raéliens et les Raéliennes sont libres, en apparence? En apparence, complètement. Quand Lydia a 4 ans, sa maman découvre le livre de la vérité, le texte fondateur de la secte. Pour elle, c'est une révélation, si bien que le mouvement raélien devient sa priorité. Lydia grandit au sein de cette communauté, une enfance qu'elle décrit comme heureuse. Pendant tous ces séjours et ces week-ends raéliens, vous avez souvent l'occasion, petite, de croiser Raël. Comment vous le voyez? Depuis que j'ai 4 ans, tous les jours, j'entends sa voix par des cassettes. Il y a ses livres, il y a ses photos à la maison. On me dit que c'est le sauveur de l'humanité. On me nourrit de ça, donc quand je le vois, je n'arrive pas à parler par moments. Quand je suis petite, je suis fanatique. Très vite, Raël repère Lydia pour sa beauté. Du haut de ses 9 ans, cette petite brune aux yeux amandes ressemblerait selon lui aux Elohim. J'ai été approchée par Raël, qui me fait comprendre qu'on va être amené à se revoir plus tard. Et j'ai celle qui m'a mis au monde, qui me regarde d'un air différent, puisque le prophète s'intéresse à moi. Et quand je vois qu'à travers ce monsieur, j'ai l'attention de cette dame, je vais tout faire pour garder ces faveurs-là. Cette dame, vous l'avez compris, c'est sa mère, que Lydia refuse d'appeler ainsi. Avec sa bénédiction et conformément aux valeurs du mouvement, les Raéliens inculquent à l'adolescente que son corps doit être à la disposition de tous. Si bien qu'à 13 ans, un responsable de la secte la viole. Mais en termes raéliens, il s'agit d'un cours d'éducation sexuelle pour qu'elle se forme à faire du bien au prophète. Impossible pour elle de questionner ce qu'on lui dit être un privilège. L'endoctrinement est total.
À 20 ans, votre statut évolue. Vous êtes promu ange, cordon doré et plume rose. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le mouvement raélien, il y a une structure qui est uniquement ouverte aux femmes, qui s'appelle l'Ordre des Anges. Donc moi, j'avais une plume rose, donc je n'avais le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec lui, Raël, et les Elohim quand ils viendront sur Terre. Et cordon doré, j'étais suffisamment jolie à ses yeux pour avoir le privilège de lui faire son intendance. Pour être promu, vous devez rédiger une lettre de motivation et signer un contrat. Quels sont les interdits, les conditions qui figurent dans ce contrat? Alors j'avais interdiction de parler ce qui se passait dans l'intimité avec lui. Il fallait pas trop que je jongle avec mon poids. J'avais obligation de prendre un moyen de contraception, d'avoir les parties intimes complètement rasées. J'étais fière de saigner ça, attention, c'était la consécration. C'est quoi votre quotidien concrètement à ce moment-là? J'avais l'intendance à faire le repas, le ménage, mais quand je n'étais pas occupée, j'attendais. Donc je me préparais, je me faisais jolie et j'attendais qu'il m'appelle. Ou des fois, il fallait que je le satisfasse 4, 5, 6 fois dans la journée. Donc je deviens un objet. Vous êtes dépossédée de votre corps? Complètement. Mais je pense que depuis très jeune, je suis dépossédée de mon corps. Est-ce que parfois vous songez à partir? Non. Vous savez, quand vous n'avez pas de travail, pas d'argent, vous êtes libre, hein, mais la prison est dans le cerveau. Bien sûr. Voilà. Qui finance le train de vie de Raël et votre train de vie, du coup, à ce moment-là? Les adeptes. Ils doivent donner 10% de leur salaire annuel pour la construction de l'ambassade et 1% de leur salaire pour le confort de Raël. C'est quoi le train de vie de Raël? C'est des belles maisons, des jets privés, des courses automobiles à l'époque. Il a un chauffeur et en plus le chauffeur paye pour être son chauffeur puisque c'est un de ses disciples. Il a un train de vie de personne milliardaire en fait. Un soir d'octobre 2007, c'est le déclic. Lydia, attablée au restaurant avec Raël et d'autres anges, croise le regard jugeant d'une serveuse. Que fait cet homme d'une 50aine d'années avec autant de jeunes femmes magnifiques à son service? Un face-à-face qui fait surgir l'évidence. Je me lève, je vais vomir, c'est vraiment physiquement. Et le lendemain, je suis partie. Après une nuit, la dernière qui fut la pire. Hein. Avec lui? Avec lui, ouais. Avec le recul, est-ce que vous diriez que Raël a quelque chose de spécial? Il a une intelligence qui est particulière, il a une aura. Même si vous êtes 500 dans une pièce, il vous regarde ou il vous parle, vous avez l'impression d'être tous les deux. Pourquoi c'est si important pour vous de prendre la parole? Ce qui est important en soi, c'est pas mon histoire en réalité, c'est le message que je veux véhiculer. Le message, c'est déjà que l'emprise, c'est pas une fatalité. La seule fatalité dans la vie, c'est la mort. Donc moi, je veux montrer qu'on peut se sortir de tout en étant plutôt pas trop mal, même si c'est compliqué. Merci beaucoup, Lydia. Merci à vous. Merci. Merci à vous. C'est adorable. Merci. C'est un beau sujet. Un témoignage incroyable. Alors, ce qui est sidérant avec ce témoignage, c'est de constater à quel point il est très difficile de quitter une secte. Comment vous expliquez que ce soit aussi difficile, Antoine Spat? Il y a une soumission qui est faite à la personne charismatique, en l'occurrence Raël, mais ça ne peut être bien d'autres. C'est une soumission à l'autorité. Alors là, c'est une autorité spirituelle. Et il y a la proposition quand même assez magique de donner un accès illimité à Dieu, ce qui est quand même assez rare. Et ça relève de l'illusion anticipatrice, d'un mécanisme qui est souvent utilisé dans le développement de l'enfant, où on propose à l'enfant un idéal de sa personne et de lui dans un futur. Et c'est ce qu'ils proposent à chaque fois toutes ces sectes. Ils proposent un devenir meilleur. Et il y a surtout l'aspect contenant d'une secte qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité dans une secte. Je pense qu'il y a cette dimension-là. Alors, on le paye très cher parce que, évidemment, ça nécessite d'obéir aux règles de la secte et de se soumettre à la volonté de ce gourou, où on lui prête un pouvoir, on lui prête une image sécurisante, on lui prête un savoir. Et c'est ce qui permet de soumettre les individus et de leur faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, à certains moments, même de se suicider dans certaines sectes. Ça a été jusque-là. Et surtout de donner un peu d'argent et d'entretenir un rythme de vie assez illimité aussi. Voilà. L'invité qui va suivre va vous fasciner. Il a gagné jusqu'à 100 000 € par mois en escroquant des anonymes comme vous et moi sur Internet. Et puis un matin, la police défonce la porte de chez lui. Il y a toute sa famille. Et ce jour-là, sa vie bascule. Aujourd'hui, il utilise les mêmes techniques, mais cette fois pour retrouver les arnaqueurs et aider les victimes à récupérer leur argent. On l'accueille. Grande musique.
C'était la musique à la hauteur de. Mais quel accueil, mais quel accueil. Et ce repenti, c'est vous, Marwan Warab. Bonjour. Bonjour. Alors, vous racontez votre histoire dans ce livre Hacker aux éditions First. Alors, avant de devenir le héros qui a démasqué les brouteurs qui ont extorqué 830 000 € à une femme en se faisant passer pour Brad Pitt, vous étiez donc du côté obscur de la force. Comment avez-vous débuté votre vie d'escroc ? Très honteusement, de manière très honteuse, c'est-à-dire que j'étais dans la nécessité, et plutôt que de me dire comme tout le monde qu'il faut que j'aille travailler de manière honnête et gagner de l'argent de manière honnête, j'ai commencé par falsifier des places de concert, des places de cinéma, j'ai commencé par me lancer un petit peu dans des... Mon petit truc, moi, enfin, je suis un grand fan du film Arrête-moi si tu peux, et les impostures, c'était mon petit kiff. C'est-à-dire que j'ouvrais le Bon Coin, il y a une catégorie offre et demande. J'allais dans les demandes parce que les particuliers demandent en fait ce qu'ils veulent. Et je me faisais passer pour un avocat, pour un pisciniste, je faisais mes journées comme ça et je gagnais ma vie. Ça donne un sentiment de surpuissance quand même. C'est ça aussi qui nourrit, en dehors du fait que ça fait gagner de l'argent. Surpuissance et plaisir. Ouais. Oui, c'est jouissif. Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. C'est jouissif de se dire, j'ai pas de diplôme et j'ai réussi à me faire passer pour un avocat. Ça, c'est vrai que c'était jouissif. Ouais. Par contre, de se dire, je viens d'arnaquer quelqu'un, c'est vraiment le côté sur lequel on essaie de fermer les yeux tous les soirs et de se dire, bon, bah, j'y pense pas. Et concrètement, ce que vous faisiez, c'est que vous regardiez, si par exemple ils avaient besoin d'un conseil d'avocat, vous y passé pour un avocat. Enfin, mais pisciniste, par exemple, qu'est-ce que vous faisiez ? Bah alors, c'est une histoire réelle, hein. Ceci n'est pas inspiré de faits réels. Et c'est dans mon livre, je pense, en fait, il y avait quelqu'un qui cherchait à faire construire une piscine chez lui. Et il le cherchait sur le Bon Coin, il avait un budget de 14 000 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur place, on a commandé les matériels ensemble, je suis arrivé avec ma petite dégaine de pisciniste, donc on a commandé de quoi construire la piscine, mais je suis jamais venu la monter. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'ai encaissé mes honoraires et je suis parti comme ça. Je m'en veux et honnêtement, ne faites jamais ça chez vous, ne reproduisez jamais ce que j'ai Et fait. par exemple, la personne là, avec qui vous avez fait ça, elle peut vous reconnaître là, puisque vous... Je l'ai remboursé, je suis rentré en contact avec elle bien plus tard quand j'ai Tout ça, c'est prescrit. Mais oui, il a réparé. C'est à la télévision, il faut bien que j'assure mes arrières. Non, il a réparé. Mais justement, dans votre bouquin, vous dites quelque chose quand même de très très fort. Vous dites être arnaqueur, c'est avant tout un travail social. Vous pouvez nous expliquer ? C'est étonnant. C'est étonnant, certes, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'être un arnaqueur, même un bon arnaqueur, ça passe avant tout par être un très bon manipulateur. Et donc, les escrocs, pour la plupart, ont des leviers psychologiques sur leurs victimes qui sont incroyables. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les arnaques sentimentales, les victimes, elles sont souvent sous emprise et elles ne veulent pas en parler à leurs proches, elles s'enferment. C'est parce que justement, les personnes sur qui elles tombent, c'est des gens qui sont sociopathes et qui parviennent à manipuler l'être humain mieux qu'un psychologue le ferait. Alors, Antoine Spat, dans votre livre, vous identifiez 5 profils types d'arnaqueurs. Le séducteur qui charme pour obtenir ce qu'il veut, l'érudit qui impressionne l'autre par son savoir, l'homme de pouvoir qui joue sur l'autorité et la réussite, le timide qui inspire la compassion et le gendre idéal qui brille grâce à son image rassurante. Marwan, a priori, correspond à... C'est un érudit. C'est un érudit. Un érudit. Ça me va bien. Merci beaucoup. C'est tout sur la piste. Je ne peux que le flatter. J'ai mis un revers de... Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de nous dire Marwan Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'il a commencé par un besoin. Ce n'était pas un désir. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'argent. Et ça me semble important. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche tout à fait perverse. Parce que le perverse, il démarre avec un désir perverse. Et il a démarré parce qu'il avait besoin d'argent, il a vu que ça marchait, ça fonctionnait, et ben il s'est dit, c'est un peu Palantir, hein, je vois tout, vous connaissez Palantir, bien la sûr, société, c'est l'œil dans... L'œil de Sauron, c'est un petit peu... Oh là, ouais, c'est ça. Je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Et quand on est hacker, effectivement, il y a cette posture un peu mégalomaniaque quand même, de se dire qu'on a tout pouvoir quand même, parce qu'on peut accéder à toute l'information de manière très subtile. Ce qui est terrible avec Marwan, c'est qu'il nous raconte, bon, c'est délictueux ce qu'il nous raconte. On ne peut pas s'empêcher de le trouver sympathique. Mais oui. C'est comme ça qu'il a réussi. Je suis repenti, ça fait maintenant, il y a prescription. Il y a du charme. C'est gentil, ça. Je voulais juste dire que je pense qu'il ne faut pas mélanger les escrocs dans le domaine amoureux qui ont une victime et qui vont la dépouiller en faisant fi de la culpabilité. Et les escrocs comme Marwan, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un comme vous, qui a eu la même vie que vous, la première. Comme l'ancien moi, alors. Exactement. Votre précédent mois. Et finalement, ces escrocs-là, ils disent « Oh, mais moi, j'arnaque beaucoup de monde, mais avec très peu d'argent. Donc finalement, je fais très peu de mal à chaque personne. Et donc, je pense que c'est pas du tout la même culpabilité que quand vous vous acharnez sur quelqu'un qui va vous donner
tout ce qu'il a, en pensant en plus être dans une relation amoureuse. Vous, à la limite, vous établissiez un lien social de bonne qualité, vous étiez charmeur, mais voilà, il n'y avait pas ce mensonge sur une relation profonde, alors que les escrocs amoureux, c'est autre chose. Alors après, il y a les hackers qui travaillent en solo. J'ai l'impression que c'était votre cas. Mais il y a de grosses infrastructures, parfois. Il y a même des sociétés qui se créent d'arnaqueurs. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est des groupes organisés qui s'organisent vraiment comme de vraies sociétés, des véritables sociétés. Et chaque arnaque a sa provenance. On va dire que le faux placement financier peut provenir ou alors d'Ukraine, des pays de l'Est, ou d'Israël, ou de pays vraiment très niches dans ce secteur-là. Toutes les autres arnaques, l'arnaque sentimentale par exemple, va provenir d'Afrique de l'Ouest. On va avoir des cas également en Birmanie sur le pig butchering. Donc c'est une arnaque hybride entre le... Qu'est-ce que c'est, pardon? Justement, pardon. Le pig butchering, c'est une arnaque hybride entre l'arnaque sentimentale et le faux placement financier. Donc carrément. Ça se matérialise très simplement par quelqu'un qui va vous parler sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. En se présentant comme un lambda, un particulier qui n'est pas une célébrité ou quelqu'un, par contre qui a une situation financière très agréable et qui veut vous faire partager au fil du temps, au bout de 2 mois, des conseils financiers. Donc il vous redirige sur une plateforme qu'il aura créée lui-même avec son équipe d'escrocs. Et en fait, vous commencez cette arnaque-là en pensant trouver votre prince charmant, et puis vous basculez tout de suite sur du faux placement financier avec des faux conseils financiers et une fausse plateforme qui n'est pas vérifiée par l'AMF. Et au final, vous perdez. L'autorité des marchés financiers. C'est l'autorité des marchés financiers qui régule toutes les plateformes de placement financier et qui les autorise, entre guillemets, à travailler, tout simplement. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu à votre histoire. C'est-à-dire que vous gagnez super bien votre vie grâce à vos arnaques. Et puis un jour, la police vous rattrape, elle sonne chez vous. Elle vous met les menottes, c'est à cause d'une ancienne affaire, elle vous met les menottes, il y a toute votre famille. Ça, c'est le point de bascule. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Le point de bascule, il est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'initialement, c'est pour une autre arnaque. C'est la dernière arnaque que j'avais fait. J'étais animateur dans un club de vacances à Naples. À Naples? Ouais, à Naples. mais c'est que le début de la rigolade. On m'a proposé de faire un assassinat. Donc en fait, on est venu me voir, une vacancière est venue me voir en me disant qu'il y avait son ex-mari qui n'était pas correct, etc. Et on m'a proposé de faire un assassinat. Et je me suis dit, qui va aller déposer plainte pour un assassinat pas fait? Je me suis dit, c'est parfait, ça doit coûter cher en plus un assassinat. Et donc j'ai pris 10 000 € comme ça. Après, je me suis fait arrêter en fait le jour du déconfinement pour tentative d'assassinat. Donc ma mère était choquée. Et oui, quand on le serait à moi. Quand on est un escroc de bas de gamme, comme je l'étais, et que la police arrive en défonçant la porte de chez vous pour tentative d'assassinat, ça traumatise même le voisinage. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Vous êtes dit, j'arrête tout? Là, il y a le point de bascule et je me dis, écoute, t'es pas quelqu'un de bête à la base, t'es pas quelqu'un de mauvais non plus. Quand je regarde des films de super-héros, j'ai pas du tout envie d'être le méchant. Donc clairement, je me suis dit, allez, lance-toi, commence à travailler, même si c'est dur un petit peu au début. Tu gagnes 600 € par mois ou 1200, ou on s'en fiche. Tu le fais et tu prends sur toi. Et c'est là que vous vous lancez donc dans la chasse aux escrocs pour venir en aide aux personnes victimes de cyberdélits. Et c'est ainsi que vous rencontrez cette femme arnaquée de plusieurs centaines de milliers d'euros, arnaquée par un faux Brad Pitt. Racontez-nous ce qui se cachait derrière ce profil et ce que vous avez découvert en enquêtant sur cette affaire. Très simplement, en fait, il y avait un sujet qui se préparait sur 7 à 8. On devait faire un sujet dans lequel on parlait de Anne qui avait été arnaquée par le faux Brad Pitt de 830 000 €. Et il voulait vraiment un sujet d'expert un point de vue d'expert dans lequel on pouvait venir décortiquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Et donc, à partir des adresses e-mail que Anne, elle nous avait fournies, qui lui restaient de l'escroc, à partir des comptes sur les réseaux sociaux, des numéros de téléphone et des traces de paiement, on a pu retrouver l'identité de la personne qui était derrière le faux Brad Pitt. On a pu également retrouver son emplacement. On sait qu'il était à Kuala au Nigeria grâce à un piège qu'on lui a envoyé sur son mail. Et il est tout seul ou vous étiez plusieurs? Non, ils étaient 3. C'était 3? C'est des petits jeunes d'une vingtaine d'années. Et ce qui était effarant là-dedans, c'est qu'il ne se faisait pas passer que pour Brad Pitt. Il se faisait passer également pour Keanu Reeves, acteur de Matrix. Moi, ça, je serais tombée dedans. Bon. Chacun son truc, chacun ses goûts. Exactement. Mais bien sûr. Parce qu'ils ont plusieurs affaires en parallèle, en fait. Mais tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les escrocs, en général, ils multiplient les tentatives de contact pour avoir le plus de chances d'en avoir au moins un qui fonctionne. Donc, par exemple, c'est le fameux phishing, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a l'image de la canne à pêche, on lance des appâts, et il y en a forcément un qui mord, pardon. Tout un peu violent. Tout à fait, ouais, c'est un peu ça. Le phishing, c'est une autre méthode, mais là, on est clairement à l'image d'un pêcheur, quelqu'un qui va lancer sa ligne dans l'océan et qui va attendre qu'un des milliers de poissons qui passent devant sa ligne morde.
Tout à fait. Vous avez évoqué le cas de l'affaire du faux Brad Pitt. Là, les photomontages, elles n'étaient pas parfaites, mais quand même, elles témoignent d'une tendance, c'est-à-dire le recours de plus en plus fréquent à la technologie dans les escroqueries. Donc, je parle de ce qu'on appelle les deepfakes. Ce sont ces images générées par l'intelligence artificielle pour usurper l'identité d'une personne et vous faire croire donc que vous correspondez avec elle. Exemple, avec cette fan du chanteur Florent Pagny, par exemple, qui a été arnaquée de plusieurs centaines d'euros sur la base de cette fausse vidéo. Regardez. Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi. Alors là, le chanteur, il avait quand même pris la parole sur les réseaux sociaux pour alerter. Mais bon, le mal était déjà fait. Marwan Warab, qu'est-ce que l'IA va changer à l'avenir dans ces arnaques? Est-ce qu'un jour, on peut dire que... Parce que là, moi, je ne le prends pas, je reconnais qu'il y a une voix un peu robotique. Est-ce qu'un jour, ce sera assez parfait pour que ce soit indétectable? Le problème, c'est que c'est déjà assez parfait pour que ce soit indétectable. Le problème, c'est que le commun des mortels, tout le monde n'est pas habitué et formé à avoir l'œil critique sur ce type de Nous, on a un œil professionnel. Vous, oui. Oui. Et encore, hein, moi, je rappelle, je me suis fait arnaquer 3 fois, hein, donc 9 500 €. Bisous. Prêt de vous appeler? On s'appelle après. mais vraiment, voilà. Il y a l'avancée des performances de l'intelligence artificielle qui devient vraiment très préoccupante pour les seniors et même pour tout le monde. Il y a quand même certains codes qui nous permettent de pouvoir décrypter un petit peu tout ça, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire. C'est pas tout le monde qui sait qu'une vidéo générée par l'intelligence artificielle... Notamment les personnes âgées. Tout à fait. Mais il faut les prévenir, justement, leur dire qu'une vidéo générée par l'intelligence artificielle ne dure que très rarement plus d'1 minute. Donc en vérité, quand vous voyez une vidéo avec un contenu un petit peu surprenant sous vos yeux et qu'elle dure moins d'1 minute, posez-vous systématiquement la question, est-ce que ce serait pas de l'IA? Déjà, je pense que ce serait le meilleur réflexe. Mais même, en revenant un petit peu aux bases sans rentrer dans des conseils techniques, quand vous voyez quelque chose qui vous surprend sur Internet, prenez toujours 1 minute pour réfléchir et vous dire, si je retrouve l'information ailleurs, c'est que c'est vrai. Si je ne la retrouve pas ailleurs, c'est qu'on essaie de me faire croire n'importe quoi. Alors pour nous aider à y voir plus clair, on va visionner certains deepfakes et vous nous direz quels sont les signes qui montrent que cette image est fausse. Cette vidéo générée par une IA chinoise qui met aux prises Tom Cruise et Brad Pitt en plein combat. Alors qu'est-ce qui peut nous mettre sur la piste d'un deepfake, Marwan Warab? Pour cette vidéo, c'est très simple. Ça c'est bien fait quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Franchement. J'ai envie de manger du popcorn là. Qu'est-ce qu'il est beau, Brad. Oui, même pardon, en IA, il n'y a rien à faire. Il y a ou pas, Brad, on valide. Hein. Pardon, c'était pas la question. Oui, bonjour. Ça marche pas, désolé, ça marche pas là. Je me suis dit qu'il y avait peut-être 130 000 € à récupérer. Alors, en fait, là, comment on va pouvoir analyser cette vidéo-là? Déjà, dans un premier temps, à première vue, c'est très bien fait. Les bruits de coups, ils matchent vraiment parfaitement avec la vidéo. Les bruits de parole également. Si on regarde la vidéo, si on laisse la vidéo continuer, on se rend compte que Brad Pitt change de tenue, littéralement. Ah oui, c'est Brad Pitt change de tenue. Il commence sans veste et il finit avec une belle veste style Indiana Jones. Ah oui, c'est vrai. C'est ce genre de petits détails-là qui ne trompent pas en général quand on regarde une vidéo en intelligence artificielle. Là, on peut très facilement se rendre compte que c'est 2 vidéos de moins de 30 secondes qui ont été collées l'une à l'autre, qui ont été générées par l'intelligence artificielle. On va passer à ce deepfake qui a été utilisé à des fins de propagande russe, qui faisait croire à un coup d'État en France. Regardez. La chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France. Comme vous pouvez le voir, des manifestants se sont rassemblés pour soutenir le colonel qui aurait pris le pouvoir. Alors cette vidéo, elle a été vue par des centaines de millions de personnes. Marwan, comment est-ce qu'on s'aperçoit que c'est un fake? Alors déjà, pour cette vidéo-là, je suis vraiment navré, mais j'enlève mes lunettes. Il faut savoir une chose, c'est que ce genre de vidéo-là, ça incite et ça engendre de l'ingérence dans le pays. Donc c'est-à-dire que là, ce qu'on voit là, ça a été repris par des médias russes, ça a été repris par des médias étrangers qui prenaient l'info au sérieux et qui se disaient « les pauvres Français, il y a une guerre civile en ce moment en France ». Alors que pas du tout. En fait, cette vidéo-là, elle est très mal faite pour plusieurs raisons. Déjà, les paroles, les lèvres ne matchent pas avec le discours, dans un premier temps. Il y a plein de petits détails sur des vidéos d'intelligence artificielle de ce type-là qu'on peut décrypter et essayer d'analyser. Les mouvements des personnages en fond ne sont jamais très cohérents, ou par exemple, il y a une jambe parfois qui saute et qui disparaît, ou le mouvement des cheveux n'est pas naturel ni fluide. Enfin voilà, il y a énormément de détails qui nous permettent de le savoir, mais c'est surtout que la chaîne de télévision, qui est sur la bonnette du micro, n'existe pas. Je vous propose maintenant de découvrir cette vidéo d'Agathe qui roule des pelles à certaines personnes de l'équipe, et ça pourrait faire office de compromat pour nous faire chanter. Oh là là. Voilà, là,
Mais je peux pas croire. Oh là là. Alors, l'une des deux vidéos est vraie, l'autre est fausse. À votre avis, laquelle? Bon, Non, allez, les deux sont fausses. Hein. Évidemment, il Oh, s'agit c'était de... bien, le bisou avec Il s'agit d'un faux généré en quelques secondes par l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Alors, au premier coup d'œil, comment voir que tout ça est faux? Sur Ali Agat, ça se voit. En revanche, Non, même sur quoi? Ah ouais, ça se voit un peu. Il faut Ok. vraiment se concentrer. C'est joli, main. Au premier coup d'œil, il faut savoir que ces vidéos-là dans lesquelles les gens s'embrassent ou sont déshabillés, parce que cette intelligence artificielle, elle fait aussi un ravage sur le déshabillement des femmes en photo. Et ça, c'est un gros problème. Mais tout simplement, le mouvement est très linéaire, très machinal, et les vidéos durent moins de 5 secondes. Donc en fait, ça, c'est très facilement décryptable. Il n'y a pas de son sur les vidéos non plus. Enfin, je sais pas... Vous vous embrassez en plein shooting photo, visiblement, sur le fond blanc. Donc, Ouais, mais on est vraiment... on est prêt à tout avec Elien. prêt à tout dans le silence. Alors Sylvie, pourquoi notre cerveau a-t-il une fâcheuse tendance à tomber dans les pièges de l'intelligence artificielle? Parce que la perception, normalement, c'est pas du jugement critique. Et donc, à l'ère des réseaux sociaux, on passe notre temps à voir des images qui défilent devant nos yeux. Et ces images, qu'est-ce qu'elles font? Elles suscitent des émotions de base, la joie, la peur, la colère, le dégoût. Elles stimulent la perception, mais elles ne sont pas là pour stimuler le jugement critique. Et donc, comme le disait tout à l'heure Marwan, normalement, pour pouvoir raisonner, il faudrait faire un arrêt sur l'image. Il faudrait vérifier que sur la vidéo qu'on est en train de voir, par exemple, Agathe a les mains qui se distendent. Mais surtout, j'ai jamais une manicure aussi belle. Pour moi, c'est ce qui m'a frappée. Ou que la personne qu'on voit a 6 doigts, par exemple. Et donc, c'est dérangeant. En réalité, notre cerveau n'est pas encore préparé à utiliser les capacités de raisonnement pendant qu'il perçoit. Et c'est là-dessus que jouent les deepfakes. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va être capable de percevoir et de raisonner en même temps, au rythme où on voit défiler ces vidéos? C'est vraiment pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'on est tous en train de dire il faut qu'on apprenne à le faire. Il faudrait imaginer plutôt des outils qui nous permettent de détecter ça, mais même les outils pourraient être piégés et nous induire en erreur, en fait, nous dire que c'est la réalité, alors que c'est un deepfake. Donc pour l'instant, on est un peu démunis pour utiliser notre cerveau pour pouvoir raisonner sur ces images-là. Merci beaucoup Marwan Warab d'avoir été avec nous. Si vous pensez être victime d'une escroquerie, je précise à nos téléspectateurs que vous avez fondé Find My Scammer, une plateforme qui accompagne les victimes de cyberdélits. À très bientôt, merci d'être venu. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Ah mais dis donc. C'est Sarah. Sûrement, oui. Ça, c'est forcément Sarah. Oui. Sarah, on vous écoute, Sarah. Allô? Oui, Ali Agathe, ça va? Oui. Bon. Ali, je vous parle en direct de votre loge. Voilà, je me prélasse. Merci beaucoup de me l'avoir prêté. D'ailleurs, très confortable. Chocolat, gâteau, il y a tout ce qu'il faut, même vos petits caleçons qui traînent. Hein? Pas mal l'odeur. J'ai une confession à vous faire. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que je vous trouvais beau, intelligent, brillant, c'était uniquement pour que vous me prêtiez votre loge. Je le confesse, je vous ai manipulé. Vous n'y aviez vu que du feu. Bref, ne le prenez pas mal, Ali. Avec un sourire, les hommes sont tellement manipulables. Dis-moi, mon chat, tu sais que t'es super, hein, magnifique. Tu peux aller me chercher mon petit matcha, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Merci, mon beau. T'es magnifique, t'es le meilleur. Vous voyez, tellement facile. T'es magnifique. Je t'aime. Que dit la science? Qui de l'homme ou la femme se fait le plus arnaquer? Alors là, que les choses soient claires, il faut arrêter de dire que les femmes sont plus victimes des arnaques que les hommes. Marie va être contente. Ça, c'est un biais cognitif lié au genre. Non, les hommes et les femmes se font arnaquer de la même manière. Les résultats montrent une différence qui n'est pas significative. 49% des hommes victimes d'arnaque, 51 chez ça fait basculer une élection, ce genre de... Oui, une élection, oui, mais ce n'est pas significatif. Donc, il n'y a pas une vulnérabilité plus grande chez les femmes. Par contre, ce ne sont pas les mêmes types d'arnaques chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, il y a plus d'arnaques amoureuses, d'accord, avec ces escroqueries qu'on a vues à la Brad Pitt. Pourquoi? Parce que les femmes, elles s'engagent plus naturellement dans une relation, elles sont plus empathiques et du coup, évidemment, elles vont mordre à l'hameçon beaucoup plus facilement sur des aspects émotionnels, affectifs, là où les hommes vont surestimer leur capacité d'analyse financière. Et donc, évidemment, eux, ils vont se faire arnaquer dans les crypto-monnaies, dans les placements frauduleux, dans toutes ces arnaques-là, parce qu'ils vont penser qu'ils sont plus
plus fort que la personne qui essaye de les arnaquer. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve bien sûr sur France Inter tous les jours à 10h dans Grand Bien vous fasse. Et vous, Agathe, on vous retrouve dans Bel et Bien ensemble du lundi au vendredi à 10h-5 sur France 2. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. D'ici là, passez un bon week-end. Vous m'entendez? Passez un bon week-end. Sinon, c'est passive-agressive, hein.